Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, est l'invité de Face à nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous interroger une demi-heure durant, bien sûr, sur la situation économique et sociale du pays. Avec moi, Gaël Descrédulou de 20 minutes, notre partenaire. Votre réaction d'abord, Christian Estrosi, à la panne de croissance en ce début 2010. L'industrie est particulièrement touchée. La reprise donc s'annonce molle puisque la progression n'est que de 0,1% au premier trimestre selon l'INSEE. C'est une inquiétude supplémentaire dans un tableau déjà sombre. Nous ne faisons pas du tout la même analyse des annonces publiées par l'INSEE ce matin, puisque, au contraire, l'INSEE révise à la hausse ses prévisions d'investissement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie. D'ailleurs, si je regarde les chiffres de l'industrie, nous regardons le mois de mars où nous sommes à plus 0,8% de production, ce qui est plus encore que février où nous étions à plus 0,3%. Et sur la commande industrielle, et c'est une grande satisfaction pour moi, nous sommes à plus 6,6% sur le premier trimestre par rapport au premier trimestre 2009, c'est-à-dire le double de la zone euro qui n'est qu'à plus 3%. Sur la seule pas les choses avec des lunettes roses, là. Écoutez, permettez-moi de vous dire que pour tous ceux qui annonçaient, lorsque nous annoncions la sortie en sifflet de la prime à la casse pour l'automobile à partir du 1er janvier dernier, qui disaient ça va être terrible pour l'industrie automobile, de voir que sur le seul premier trimestre 2010, on est à plus 17,9% de véhicules vendus en France par rapport au premier trimestre 2009, ça démontre bien que dans ce domaine-là, les choses ne sont pas mauvaises. Et si le FMI de M. Strauss-Kahn révise à la hausse nos prévisions de croissance 1,5%, c'est peut-être que la commande industrielle en France n'y est pas pour rien. 0,1% de croissance au premier trimestre. Vous diriez que on vient de mélanger l'industrie et la croissance en général. C'est pas mauvais pour l'industrie. Moi, je vous dis, pour l'industrie, on est reparti. Et on est reparti aussi sur l'emploi industriel. Et donc, d'une façon. Et lorsque nous regardons la baisse du chômage pour la première fois au mois de mars dernier, c'est aussi la relance de l'emploi industriel. D'une façon plus générale, 0,1% de croissance sur les 3 premiers mois de l'année, ce n'est pas un très bon résultat pour le gouvernement. Moi qui ai quelques indicateurs qui ne sont pas négligeables, on est toujours quand même dans le pessimisme qu'on aime entretenir, nous avons toujours été très fermes sur un certain nombre d'annonces en 2009 lorsqu'on nous disait bon, il y a de bons indicateurs, on s'approche de la sortie de crise. On a toujours dit attention, on ne sortira de la crise que lorsqu'il y aura une vraie reprise de l'emploi. Mais moi maintenant, je vous le dis, je regarde mes compteurs et je vois bien la commande industrielle qui repart. La commande industrielle, ça veut dire quoi? Alors que l'année 2009, si on avait une reprise de la vente industrielle, se faisait surtout sur du déstockage et pas sur la relance de la production. La commande industrielle, elle, annonce la production. On voit commande industrielle plus 6,6. Ça se traduit par plus 0,3 de production en février, plus 0,8 en mars. Et ça veut dire que progressivement, dans la chaîne grands industriels, PME, sous-traitance, ça va monter progressivement au cours du premier semestre. Ça veut dire que les PME et les sous-traitants qui ont souffert là où les gros industriels s'en sont plutôt mieux sortis en 2009, vont enfin pour la première fois avoir une reprise de production, une reprise de carnet de commandes et donc par voie de conséquence, une reprise aussi par la facturation de leur rentrée de liquidité. Dans cette atmosphère très pessimiste, vous le disiez, vous êtes en train de nous annoncer que nous sortons de la crise. Je ne dis pas que nous sommes sortis de la crise, mais simplement la commande industrielle qui va se traduire par de la production et de nouveau par le système facturation 2 mois plus tard, par les paiements qui vont ramener de la liquidité qui faisait défaut à un certain nombre de nos PME, et qui doivent forcément va entretenir la reprise de l'emploi. Oui, je veux que les Français aient confiance dans cette année 2010, qui même si nous avons encore 2-3 mois difficiles, parce qu'entre commande, production, facturation et rentrée, il faut toujours un délai de 3-4 mois, annonce de meilleurs chiffres pour la deuxième partie de l'année. Vous espérez que les Français donc gardent ou retrouvent confiance, Christian Estrosi. Pourtant, quand on regarde les chiffres, ceux de l'INSEE, on s'aperçoit que c'est la consommation des ménages qui a calé. Est-ce une erreur dans ce contexte-là de supprimer certaines des aides qui avaient été accordées par l'État et qui ont été supprimées lors de ce sommet social auquel vous avez participé d'ailleurs? Notamment des aides pour les plus modestes. Oui.
Non, non, ce ne sont pas les aides pour les plus modestes. Nous avons dit très clairement que les efforts importants que nous allions faire portaient d'abord sur les niches fiscales qui, permettez-moi de vous dire, ne sont pas celles qui bénéficient aux plus modestes. Donc nous voulons des mesures qui soient justes et équitables et justement que nous puissions préserver nos concitoyens les plus modestes pendant cette période difficile et les accompagner en matière de pouvoir d'achat. Je dis à tous ceux qui nous regardent, s'il y a une signature qui compte aujourd'hui, c'est la signature de la France. Lorsque nous voyons effectivement ce qui se passe en Grèce, lorsque nous voyons les mesures que nous avons été amenés à prendre à l'initiative française avec l'ensemble de nos partenaires européens, avec 750 milliards d'euros de fonds, 250 milliards d'euros du FMI, 500 milliards d'euros de la zone euro, plus la Suède notamment, et 60 milliards d'euros de la Commission européenne, eh bien la France, qui a pris l'initiative, démontre par des réformes qui pouvaient apparaître comme impopulaires depuis 3 ans et dont nous avons sans doute subi un peu d'impopularité, que d'avoir, avant d'autres, fait des réformes structurelles de fond. Je pense à la réforme générale des politiques publiques, je pense au gel d'un certain nombre de dépenses, je pense à notre plan de relance pour l'investissement, là où les socialistes nous proposaient, il y a un an de cela, d'avoir un plan de relance par la baisse de la TVA. Permettez-moi de vous dire que si un an plus tard, on devait faire le bilan avec un plan de relance uniquement sur la baisse de la TVA, je ne sais pas où on en sera aujourd'hui. On va parler des réformes à venir, si vous voulez bien. Eh bien tout ça oui. fait qu'aujourd'hui, nous sommes solides. Et lorsque les Français regardent ce qui se passe sur nos journaux de télévision, et notamment sur Public Sénat, dans d'autres pays en Europe, et notamment en Grèce, finalement, les Français se disent qu'ils ont un gouvernement solide, qu'ils ont un président de la République qui est à l'initiative au plan européen, et que les mesures que nous avons prises les garantissent justement de ne pas avoir les déconvenues que d'autres pays ont connues. Ils voient aussi que Matignon a décidé de diminuer de 10% les dépenses d'intervention sur 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que, par exemple, vous, au niveau de votre ministère, vous aurez une action entravée par cette politique de rigueur? Eh bien, justement non. Justement non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le choix qui est fait par le Premier ministre sous l'autorité et à la demande du Président de la République, et qui est demandé à chaque ministre, et mon ministère, bien évidemment, aura aussi des efforts à faire sur tout ce qui porte sur des dépenses improductives. Je dis bien improductives. Il y en a dans votre ministère de l'Industrie. Il se trouve que dans le ministère de l'Industrie, il n'y a quasiment pas de dépenses improductives, puisque justement... Un ministère exemplaire. Mais c'est pas ça. Les dépenses improductives, qu'est-ce que c'est les dépenses improductives? C'est des dépenses où nous avons des charges de fonctionnement parce qu'il y a une masse salariale qui est trop importante pour apporter des réponses en matière de services publics, etc. La mission du ministère de l'Industrie, qui, je vous le rappelle, depuis Dominique Strauss-Kahn est le premier ministère de l'Industrie réellement constitué à Bercy depuis le mois de juin 2009, c'est justement d'engager cette stratégie industrielle, cette révolution industrielle pour notre pays. Oui, révolution industrielle qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a su l'appeler en l'an 2000 une révolution industrielle. Je ne vois pas pourquoi, même si nous le faisons avec 10 ans de retard, et c'est tout à l'honneur du président et du gouvernement que de le faire 10 ans plus tard, nous ne le qualifierions pas, nous non plus, de révolution industrielle. Vous parlez de révolution, mais quelle révolution? 23 mesures des États généraux de l'industrie, où tout est axé d'ailleurs sur des dépenses d'investissement productif. Les investissements d'avenir, lorsque nous disons en même temps que nous gelons les dépenses improductives, que nous nous engageons à ne pas augmenter la fiscalité, qu'en même temps nous mettons 6,5 milliards d'euros d'investissement d'avenir sur l'innovation industrielle, on voit notamment bien, dans les pôles. Les pôles de compétitivité en font partie, mais enfin c'est à part. Il y avait déjà 1,5 milliard d'euros de programmés sur les 71 pôles de compétitivité, y compris les 6 nouveaux pôles de compétitivité que j'ai proposés hier à la labellisation du comité interministériel à l'aménagement du territoire sur les écotechnologies. Bon, la rigueur ne vous touche pas? Si, la rigueur, c'est d'avoir des dépenses d'investissement qui produiront de l'emploi, qui produiront de la richesse. Si vous appelez ça de la rigueur, moi j'appelle ça de la vigueur. Voilà, il n'y a pas de rigueur.
La rigueur, c'est un espèce de jeu sémantique que vous aimez bien, vous les journalistes, et que je vous laisse. Il n'y a pas que nous. Hein, nous n'avons pas de politique de rigueur. La rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est le maintien des dépenses improductives et c'est l'augmentation de l'impôt. Baisser les dépenses improductives, ne pas augmenter la fiscalité et tout miser sur les dépenses productives, ça s'appelle de la vigueur. Ça s'appelle de la vigueur économique, ça s'appelle de la vigueur industrielle, ça s'appelle de la vigueur productive. C'est le choix que nous avons fait. Le gouverneur de la Banque de France ce matin parlait, lui, de gestion rigoureuse. Alors on va peut-être sortir de ce débat sémantique, mais entre gestion rigoureuse et rigueur, avouez qu'il y a pas long, il y a pas loin. Vous changerez quoi à essayer d'entretenir cette petite polémique sémantique? Moi, il y a une chose, c'est que je veux qu'on ait confiance dans la France. Et vous pensez que cette polémique... Je veux qu'on ait confiance dans l'industrie française. Je veux qu'on ait confiance dans la production française. Je veux qu'on investisse en France. Et toutes les politiques que nous mettons en place et que n'ont pas fait nos prédécesseurs, tous nos prédécesseurs, nous sommes en train de les mettre en place depuis maintenant 3 ans. Nous les accélérons puisque j'ai 10 semaines pour mettre en place 23 mesures. Quand on investit 500 millions d'euros sur les prêts verts, 200 millions d'euros pour organiser des filières industrielles qui n'existaient pas parce qu'on ne respectait pas la relation donneur d'ordre sous-traitant. On était dans une relation dominant-dominé où de grands industriels préféraient faire travailler des sous-traitants étrangers, là où nous encourageons au contraire une politique de relocalisation de l'emploi, de la recherche et du développement. Est-ce qu'on touche par exemple au crédit impôt recherche qui est l'impôt le plus attractif dans notre pays? Mais vous nous dites qu'entretenir cette querelle sémantique sur la rigueur fragilise la croissance, déjà pas très bien portante. Alors, mais il faudra le dire à Alain Juppé, il faudra le dire à Jean-François Copé. Mais je leur dis. Ah, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis, nous sommes dans la vigueur, nous sommes dans la vigueur, dans l'action, et ils se trompent. Alors, il se trompe. Alors vous dites que la rigueur, c'est quand on augmente les impôts. Mais vous l'avez dit il y a un instant, il va y avoir un prélèvement sur les hauts salaires et sur le capital. Le chef de l'État l'a annoncé dans le cadre d'une réforme juste des retraites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les pistes du gouvernement? Le président n'a pas dit qu'il allait augmenter. Le président a dit que dans le cadre de... tenez, si on n'avait pas ouvert ce débat sur les retraites, est-ce que vous pensez que sur l'ensemble des marchés internationaux, la signature France aurait autant de force qu'aujourd'hui? Tous ceux qui il y a 2 mois, c'est la motivation. Tous ceux qui il y a 2 mois disaient non, c'est un débat trop tôt, pas maintenant, etc. Enfin, ça fait des années. Mais qu'est-ce qu'on va taxer? Ça fait des années qu'on fait de la jospinalisation dans notre pays. Pour que cette réforme soit perçue comme juste. Pour qu'elle soit juste. Les hauts revenus, le capital. Pour qu'elle soit juste. D'abord, il ne faut pas qu'il... Je dis les choses dans l'ordre. Oui. Parce que si vous voulez que chacun nous comprenne, c'est important. Moi, je veux dire aux Français qui nous écoutent, nous ne voulons pas de baisse des pensions. 2, nous ne voulons pas d'augmentation des cotisations. À partir de là, eh bien, il faut mettre en débat sur la table avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec l'ensemble des formations politiques qui ont été invitées par Éric Woerth à en débattre, un certain nombre de sujets. Un sujet en débat, c'est l'augmentation de la durée de cotisation, c'est l'emploi senior. Le relèvement de l'âge légal de départ. C'est la pénibilité, La pénibilité aussi, c'est les politiques de tutorat. Et c'est aussi peut-être regarder comment, si on veut être juste, faire en sorte que les hauts revenus apporte une contribution. Alors justement, quelles sont les pistes? Ce sont les débats. C'est le débat. C'est le débat. Non, c'est pas le débat. C'est le débat. Voilà. Eh bien, c'est un débat. Il y a bien une réflexion qui vous mène sur certains chemins. C'est le débat. Une idée. Que penseriez-vous, par exemple, d'une taxation des stock options, par exemple, qui ne font pas partie du bouclier fiscal? Oui. Vous, ministre de l'Industrie, qu'en dites-vous? Vous êtes favorable? Mais moi, c'est une piste intéressante. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas favorable à tout ce qui est spéculation et qui pénalise la production industrielle dans notre pays. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que parmi les 23 mesures que le président de la République m'a confié de mettre en œuvre, et c'est un vrai sujet ici à Public Sénat, il y en a une que je dois mettre en œuvre et pour laquelle je dois faire des propositions d'ici le début du mois de juillet prochain, c'est la mise en place d'un livret épargne industrie dont nous avons parlé lors du sommet social et qui est attendu d'ailleurs par nos partenaires sociaux qui eux-mêmes ont fait des propositions dans ce sens. L'ensemble et tous les partenaires sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui en France
et c'est de la spéculation, 1250 milliards d'euros qui sont positionnés sur de l'assurance vie. Bon. Et nous voulons qu'une Allons chercher l'argent là où il est, finalement. Nous voulons redonner confiance dans une grande puissance industrielle que doit être la France, qui doit retrouver sa place dans ce domaine, et veiller à ce qu'une part de ces 1250 milliards d'euros investis dans d'épargne dans l'assurance vie, soit repositionnée sur l'industrie, de l'épargne industrielle. Donc là, c'est une réorientation. Eh bien, forcément, il faut qu'à un moment, nous soyons suffisamment vertueux pour montrer que tout ce qui est spéculation à travers les bonus, les stock options, etc., ne sont plus de mise, et que donc là, il y aura des prélèvements. Construire une nation solide, c'est justement amener à redonner confiance à l'investissement productif sur l'industrie, c'est rééquilibrer le positionnement de l'épargne des Français en leur redonnant confiance dans leur industrie, et qu'à partir du moment où on fait des investissements d'avenir, 6,5 milliards du grand emprunt qui sont positionnés sur l'industrie, c'est pas rien, c'est au contraire un choix stratégique important de la part du président de la République, qui aujourd'hui doit redonner confiance. Gaël. On revient sur le débat sur le bouclier fiscal, finalement. On tourne un peu autour. Il y a eu les déclarations de M. Lelouch en début de semaine. Quelle est votre position là-dessus ? Ma position, c'est simple, c'est que pour le ministre de l'Industrie, ce que vous appelez le bouclier fiscal, moi je l'appelle un levier industriel. Tout ce que l'on investira sur de la production et qui viendra du privé et pas simplement de l'État et du public, c'est autant de création de richesses et d'emplois pour notre pays, de soutien à l'emploi et donc au pouvoir d'achat et à la consommation. Par contre, remettons en place une fiscalité qui incitera à ce que les capitaux partent investir à l'étranger plutôt qu'en France. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que tout cela investisse en France ou investisse à l'étranger? Moi, je vois qu'avec la suppression de la taxe professionnelle depuis le 1er janvier dernier, près de 12 milliards d'euros que les entreprises françaises n'auront pas à payer. Mais vous n'avez aucun... Le choix que nous avons fait, malgré la décision du Conseil constitutionnel, de ne pas mettre un boulet au pied à nos entreprises avec la taxe carbone, tant qu'on ne sera pas arrivé à une harmonisation européenne. Vous parlez de boulet, mais beaucoup de parlementaires de la majorité... Et vous voulez quoi? Non, mais même un ministre, on l'a dit, Pierre Lelouch, qui considère maintenant que c'est un boulet, ce bouclier fiscal. Vous dites un levier. Qu'on dise aux industries françaises, on va vous mettre en difficulté par rapport aux industries allemandes, par rapport mais là, il s'agit des contribuables, Christian Estrosi. Ah oui, mais on est tous concernés. Dites-vous une chose, c'est que plus les industries françaises produiront, plus elles créeront de l'emploi, plus elles exporteront, plus elles vendront à l'international. On n'est pas tous concernés par le bouclier fiscal, Christian Estrosi. Comme 99%... Et moins le contribuable français, y compris les plus modestes, seront menacés. Oui, d'accord, mais 99% des sommes restituées dans le cadre du bouclier fiscal vont à des contribuables redevables de l'ISF. Là, on n'est pas tous concernés. Non, nous ne sommes pas tous concernés. Vous ne sentez pas ce malaise dans la majorité autour de ce bouclier fiscal? Il y a deux choix possibles. Oui. Soit on leur dit investissez à l'étranger, soit on leur dit investissez dans la production française. Et moi, j'ai plutôt envie de leur dire investissez dans la production française. Et tout ce débat dans la majorité, où certains s'émeuvent justement de cette mesure qu'ils ont l'impression que la majorité traîne comme un boulet, vous comprenez ce débat ou pas? Moi, je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions et que tous les Français, et surtout les plus modestes, ceux qui sont le plus inquiets face au chômage, se posent des questions. Mais en même temps, vous savez, il y a deux crises. Il y a la crise mondiale que nous avons connue, qui est la plus importante depuis un siècle, qui nous a amené à prendre un certain nombre de mesures, où peut-être tout le monde n'a pas mesuré que la France était sans doute le pays qui s'en sortait le mieux. C'est nous qui avons, pendant cette période-là, perdu le moins d'emplois, 50% de moins que l'ensemble de la zone euro. Qui avons résisté le mieux, qui avons permis à notre industrie automobile et à ses équipementiers d'être au niveau où ils sont, à savoir pouvoir proposer dès 2011 des véhicules du futur
là où il y a 1 an et demi de cela, ils étaient menacés de fermeture et de disparition. Et je pourrais prendre tant d'autres exemples dans ce domaine-là. L'industrie pharmaceutique, ou si nous ne rentrons pas à fond dans les biotechnologies, nous serons dépassés par les grands groupes industriels pharmaceutiques américains ou les autres Novartis et compagnie. Eh bien, nous avons su y faire face. Chacun n'a peut-être pas mesuré, mais maintenant que tout le monde voit ce qui se passe à nos frontières, en Grèce par exemple, beaucoup de Français commencent à se dire, finalement, heureusement qu'on avait un gouvernement aussi solide. On pensait que c'était des mesures... Il y a aussi beaucoup de Français qui se disent, est-ce que ça ne peut pas nous arriver? Ben justement, je suis là pour les rassurer. D'accord. Alors, parlons du dossier Ulliez. Et si vous voulez qu'on... Oui, on peut parler... Vous savez, j'ai 350 dossiers en gestion dans mon ministère. Celui-ci est important. Est assez emblématique. Oui. Quand même. Hein, Oui. il y a des emplois à la clé. Oui. Les salariés Pourquoi sont les autres, il n'y a pas désespérés. d'emploi à Si, la bien clé sûr, il y a 600 en l'espèce. Et les salariés broient du noir depuis des mois, vous le savez bien. Oui. Est-ce que le redressement judiciaire peut être évité? Vous êtes investi dans ce dossier Ulliez, Christian Estrosi, c'est pour ça que je vous pose la question. Premièrement, c'est un dossier où j'incite tous les protagonistes à rester modestes. Ça, c'est pour Ségolène Royal. C'est un dossier où il y a eu une décision du tribunal, où il y a eu une décision du tribunal de commerce qui a décidé de donner à un repreneur qui s'appelait Bernard Criff Consulting, M. Potier, qui s'était engagé à mettre 16 millions d'euros, qui était soutenu par la présidente de la région, qui n'a jamais amené le moindre centime. Nous avons apporté le soutien de l'État. Nous avons apporté le soutien de l'État. Bah, si, à partir du moment où le tribunal de commerce a fait ce choix, en disant une condition, c'est que l'État apporte une contribution de 10 millions d'euros et la région une contribution de 5 millions d'euros. Nous avons positionné sur un compte sous séquestre dans une banque de Niort 10 millions d'euros du Fonds stratégique d'investissement. Bien. Mais j'ai dit très clairement au mois de décembre, attention, si moi, le 15 janvier, vous n'avez pas mis sur la table les 16 millions d'euros, il va falloir prendre des décisions. Revenons à la situation, d'aujourd'hui. Parlons de lundi, le risque de redressement judiciaire. Aujourd'hui, le manager de l'entreprise a estimé qu'il fallait différer la demande de redressement judiciaire devant le tribunal. C'est une décision qui lui incombe. Je vous rappelle quand même que Ulliez n'est pas une entreprise d'État et que ça n'est pas à nous de prendre les décisions ni à la place du tribunal de commerce ni à la place du management de l'entreprise. Donc, si cette demande est formulée... S'il y a redressement, qu'est-ce que cela signifie? Alors, qu'est-ce que cela signifie derrière pour l'entreprise? Ça signifie simplement qu'on continue à chercher des repreneurs, puisque redressement ne signifie pas liquidation. Est-ce que ça vous aurait échappé? Non, ça ne peut pas échapper. Bon, voilà. Donc, redressement, ça veut dire qu'on continue à fonctionner. Et il y a de bons brevets, il y a un bon véhicule du futur, il y a plusieurs activités, je pense à l'activité d'emboutissage qui n'intéresse pas tous les investisseurs qui sont pour beaucoup intéressés par le véhicule électrique, mais il y a aussi d'autres repreneurs spécialisés qui ne sont intéressés que par l'activité de l'emboutissage. Au milieu de tout ça, nous entendons tout le monde, nous vérifions la crédibilité de tout le monde. Je ne citerai aucun nom parce que ce serait mettre un peu plus en péril un plan de reprise possible. Je me battrai jusqu'au bout pour essayer de trouver une solution, mais je ne prendrai pas le risque d'en dire plus et de faire un excès d'optimisme face à 600 salariés qui sont inquiets. Donc pas d'optimisme démesuré ce soir. Il y aura un redressement judiciaire. C'est pas moi qui le confirme, puisque encore une fois, c'est pas l'État qui en décide. Vous avez dit qu'il y aura redressement judiciaire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les seuls qui puissent décider, c'est le management et c'est le tribunal. J'observe, je regarde, et en fonction de ça, on continuera à accompagner les offres de reprise possibles. Très bien. Alors vous avez parlé d'une véritable révolution industrielle il y a un instant. Christian Estrosi, je vous propose d'écouter l'interpellation du sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin, président de la mission sénatoriale justement sur la désindustrialisation. Il s'adresse à vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'annonces et il y a peu de résultats. Et les licenciements continuent, les fermetures d'entreprises continuent. Et la question que je voudrais poser à M. Estrosi est simple. Est-ce qu'il n'a pas le regret de ne pas avoir suffisamment soutenu les PME, les TPE, mais surtout d'avoir protégé les salariés, qui par dizaines de milliers se retrouvent aujourd'hui au chômage? On assiste aujourd'hui dans certains territoires à des déserts industriels.
Et cette situation ne peut pas durer. C'est pour cela que nous avons demandé une mission d'information pour faire en sorte qu'on s'interroge vraiment sur cette désindustrialisation et qu'on y trouve des remèdes. Beaucoup d'annonces, peu de résultats. Lui, il n'a pas vu la révolution industrielle, hein, le sénateur Bourquin. Oui, c'est un sénateur que je connais bien, qui n'est pas très assidu dans ses fonctions. L'autre jour, il m'interpellait au Sénat et il me faisait porter un petit mot en séance pour s'excuser de devoir repartir parce qu'il n'avait pas le temps d'attendre la réponse que j'allais lui donner à la question qu'il me formulait. Non, vous savez qu'il est élu du Doubs et il connaît directement les problèmes de désindustrialisation. Oui, bon, je connais aussi les problèmes du Doubs, sans doute aussi bien que lui. Je m'en entretiens suffisamment souvent avec Monsieur Joyandet qui se bat pour le Doubs. Et d'ailleurs, tenez, c'est à Issy-les-Moulineaux que certains se plaignent que PSA installe en Haute-Saône aujourd'hui sa grande plateforme logistique sur les pièces détachées. Je n'ai pas eu l'impression que M. Bourquin ait relevé en tout cas que c'était 400 emplois que PSA était en train d'installer chez lui, mais peut-être n'observe-t-il pas l'activité industrielle au quotidien dans son département. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu 4 mois d'état généraux de l'industrie. Je ne sais même pas s'il a eu la délicatesse, alors qu'il y était invité, de participer à un débat qui a passionné l'ensemble des partenaires sociaux, des syndicats, des fédérations industrielles, des acteurs locaux, des parlementaires qui étaient invités à y participer, qui ont fait plus de 800 propositions, 5000 personnes dans toutes les régions de France y ont participé. Et en même temps, nous avons, à travers 270 ateliers, dégagé 23 mesures. 23 mesures budgétaires et non budgétaires. 10 semaines pour les mettre en œuvre, 10 semaines pour engager cette révolution industrielle. Oui. Par la preuve. Gaël. Alors, revenons, pour terminer, je crois qu'il nous reste... Est-ce qu'on peut parler de choses concrètes? Oui, il nous reste 2 minutes. Allez-y, une chose... Allez-y. Je sais pas, par exemple, le produire en France, et pas le produire en France, assemblage en France, mais le produire en assemblant ses composants français. Le Made in France. Oui, avec le médiateur de la sous-traitance, Jean-Claude Vollot, que je viens de nommer, qui était l'adjoint de René Ricol à la médiation du crédit, et qui a pour mission de m'organiser de vraies filières structurées, où entre le gros industriel, l'équipementier et le petit sous-traitant implanté en région, désormais, il faut qu'il y ait le respect client-fournisseur. Beaucoup de produits français sont produits hors de nos frontières. Exactement. Comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, on ne va plus laisser faire. Ce sont des Made in France. On ne pourra pas mettre Made in France sur les petites Peugeot, les petites Renault. Parce que les amis de M. Bourquin et M. Jospin qui disaient les bras ballants à Villevorde, ah, l'État n'y peut rien. Eh bien, nous y pouvons. Parce que nous organisons notre réforme pour faire en sorte que, justement, un industriel français fasse prioritairement appel à une petite entreprise, Made in France à une PME implantée en territoire. Made in France, si je vous comprends bien, veut dire fabriqué sur le territoire français. Oui. Donc tous les produits français fabriqués à l'extérieur de nos frontières ne seront pas Made in France. Absolument, absolument. Lorsque je vois, par exemple, il n'y a pas que les produits français, il y a les produits étrangers, surtout. Prenons le véhicule électrique de Renault, la Zoé, qui sera produite à Flins en 2011. D'abord, on a demandé dans notre stratégie, nous, actionnaires de Renault, à ce qu'elle soit produite en France. Mais je découvre en même temps, il y a quelques mois, que sur ce véhicule, il y aurait 40% de composants français et 60% de composants étrangers. On en a parlé au président Carlos Ghosn et on lui a dit qu'il faut changer la règle du jeu. Et nous avons un engagement que sous 2 ans, nous passions de 40% de composants français à 70% de composants français. Parce que pour moi, le produire en France, c'est non seulement assembler, mais assembler un maximum de composants fabriqués au-delà des 50, par au-delà de petites entreprises françaises. C'est donc une réponse directe qui bénéficiera à toutes ces PME qui sont implantées dans tous les territoires et toutes les régions de France. Merci Christian Estrosi. J'ai vu que vous écriviez un chapitre d'un livre à paraître sur Napoléon III. J'imagine que c'est sur le Napoléon III, artisan de l'industrie justement, modernisateur de la France. C'est comme ça que vous voyez Nicolas Sarkozy aussi.
Je crois qu'il y a eu quelques grands chefs d'État, dont Napoléon III a été un des fondateurs et un des piliers fondateurs. Georges Pompidou en a été un aussi. Et aujourd'hui, après la révolution industrielle de Georges Pompidou, il y a peut-être celle de Nicolas Sarkozy. Très bien. Attention à l'analogie, Napoléon III, Nicolas Sarkozy, parce que Napoléon III fut quand même critiqué pour son régime autoritaire et son populisme. Mais c'est un autre débat. On parlait de l'industrie. C'est bien noté, Christian Estrosi. Bonsoir. Merci à tous. Arnaud Montebourg, député de Saône-et-Loire et président de la commission Rénovation au PS, est l'invité de Questions d'Info dans un instant. Une enquête choc dans la bande de Gaza de l'après-guerre. Un voyage étonnant dans le quotidien des tunnels de contrebande. Rue Abou Djamil, c'est inédit et c'est votre rendez-vous documentaire, jeudi à 21h. L'autre séance, l'émission cinéma de LCP vous propose en mai un film témoignage, Lumumba, chronique d'une mort annoncée, celle du Premier ministre du Congo indépendant en 1960. Cette année-là, 16 autres pays d'Afrique coupaient officiellement les liens avec leurs colonisateurs. 50 ans après, où en sont-ils? Doit-on juger avec sévérité l'histoire de l'Afrique post-indépendante? Eh bien, ces questions, je les poserai aux spécialistes réunis sur le plateau de l'autre séance. L'autre séance, c'est vendredi à 23h30. Bienvenue à la question d'info, défense de l'euro, crise monétaire, crise en Grèce, restrictions budgétaires en France, prévisions catastrophiques sur le financement des retraites. Pendant ce temps, les spéculations vont bon train autour du retour de Dominique Strauss-Kahn. Bref, la bataille Aubry-DSK semble lancée. Alors les socialistes préféreraient-ils les combats de personnes aux débats d'idées? Invité de question d'info aujourd'hui, Arnaud Montebourg, député et président du Conseil général de Saône-et-Loire et aussi président de la commission rénovation du PS. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Montebourg, Mathieu Demester de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors d'abord les questions financières, les bourses semblent apaisées après le vent de panique qui a soufflé après la situation en Grèce. Est-ce que vous pensez que maintenant le problème est derrière nous, qu'on en a terminé avec ça ? Je ne crois pas d'abord que l'Europe ait fait un pas considérable en avant vers l'unification politique et la naissance embryonnaire d'un gouvernement ou d'un semblant de gouvernement économique est néanmoins un progrès. Et une révolution pas encore. Pour la révolution, nous attendrons. Elle n'est pas au rendez-vous. C'est un progrès parce que nous avons besoin, c'est vrai, d'avoir ensemble une stratégie budgétaire. Dans une situation où, finalement, on a converti des dettes appartenant au système privé qui avaient fait des bêtises et on les a placées sur les institutions publiques. Et maintenant, ce sont les institutions publiques qui sont attaquées par le système bancaire qu'on a renfloué avec l'argent des contribuables. Donc nous avons un paradoxe, c'est que sur le plan structurel, nous avons fait des progrès vers le fédéralisme, ce qui est un bien, mais sur le plan de la régulation des marchés, nous sommes sur une sorte de politique du surplace depuis 2 ans. Toutes les déclarations dans les G20, les déclarations européennes de transformation du système financier sont restées lettres mortes. Il n'y a pas eu une seule mesure prise. Je note que Barack Obama vient de déposer un projet de loi et son gouvernement de près de 2000 pages devant le Congrès américain qui s'attaque à tous les mécanismes de dysfonctionnement qui ont produit la crise des subprimes